Bonjour monsieur le député, Gabriel Serville, vous êtes député de la première circonscription de Guyane, vous siégez à la gauche démocrate et républicaine. Merci déjà de nous accorder cette interview et le premier sujet que nous voulions aborder avec vous est un sujet brûlant en Guyane, celui de la Montagne d'Or, du projet Montagne d'Or. Alors le président de la République va se baser sur 3 critères pour donner sa décision, l'acceptabilité environnementale, la responsabilité environnementale, démocratiquement acceptable et la viabilité économique. Selon vous, est-ce que ce projet répond à ces 3 critères? Je crois que la démonstration a été faite par de nombreux élus de Guyane, peut-être pas forcément majoritaires, mais aussi par des associations de protection de l'environnement qui ont largement démontré que ces 3 conditions ne sont pas réunies sur le territoire de la Guyane. Et c'est essentiellement les raisons pour lesquelles je milite en faveur d'une interdiction de ce projet en passant par une interdiction du cyanure sur le territoire de la Guyane, sur le territoire national d'une manière générale. On a parfaitement compris que le porteur du projet a établi un business plan qui n'est pas viable s'il n'utilise pas le cyanure. Et donc je continuerai à militer, à porter la voix pour que ce projet ne se réalise pas, effectivement. Alors, d'ailleurs, sur le cyanure, vous avez déposé une proposition. Aujourd'hui, d'autres députés ont co-signé cette proposition et pourtant, les porteurs de projet semblent plutôt optimistes. Ils disent que ça ne va pas aboutir. Vous en pensez quoi? Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes à 75 co-signataires de ce projet de résolution tendant à l'interdiction d'utilisation du cyanure. Le porteur du projet ne peut pas se comporter différemment parce qu'il a misé énormément d'argent sur un tel projet. Il a mis en évidence le fait que la Commission européenne et le Parlement européen s'étaient déjà positionnés en 2010 et en 2017 pour demander l'interdiction du cyanure. Mais vous savez, c'est un combat qui va être difficile. Qui laisse à penser à un moment donné que le président de la République s'est déjà plus ou moins engagé. Ça n'a pas encore été démontré, mais dans tous les cas, nous essayons de faire le travail de lobbying auprès de tous les partenaires possibles et imaginables, notamment auprès de nos collègues de l'Assemblée nationale, parce que je vous rappelle quand même que cette proposition de résolution a été co-signée par des collègues émanant de 8 groupes de l'Assemblée. Donc ce n'est pas rien pour une proposition qui émane d'un député qui siège au sein de l'opposition. Ce que nous espérons, c'est que chaque député dans son groupe respectif va aller faire le travail de sensibilisation, d'information auprès de ses collègues de groupe pour que nous soyons une grosse majorité à demander l'interdiction du cyanure purement et simplement. Alors, vous l'avez dit, vous faites partie des grands opposés au projet, en tout cas parmi les figures nationales opposées au projet. Derrière vous, il y a les associations environnementales, les organisations environnementales, mais aussi les associations autochtones, amérindiennes. Est-ce qu'il y a d'autres grandes voix qui également s'opposent à ce projet? Il y a une commission de l'ONU qui lutte contre les discriminations raciales et qui a sommé la France de mettre en place une consultation des populations autochtones. Je crois que même si à un moment donné, il y a des personnalités qui, à titre privé, à titre individuel, qui ont positionné leur choix sur ce projet-là, mais d'une manière générale, on ne peut pas considérer que les populations autochtones de Guyane ont été consultées. Donc il y a aussi cette commission de l'ONU, c'est quand même pas rien, qui vient se positionner aux côtés des élus, qui va se positionner aux côtés du collectif Hors de Question, qui regroupe plus de 120 associations. C'est quand même une grosse force de pression. Et puis il y a toutes les personnes isolées qui prennent position de plus en plus contre ce projet de mégamine sur le territoire de la Guyane. Donc j'espère qu'à un moment donné, lorsque le gouvernement va se rendre compte de l'ampleur que prend cette manifestation et cette opposition, qu'il aura l'intelligence et la sagesse de renoncer à ce projet. D'accord, alors revenons sur l'aspect économique. On le sait, la Guyane, c'est un territoire avec beaucoup de difficultés, un chômage endémique, comme d'ailleurs la plupart des Outre-mer. Qu'est-ce que vous proposeriez pour développer économiquement la Guyane? Vous savez que la Guyane, c'est un territoire où on a besoin de tout. C'est un territoire français en Outre-mer qui est en train de se construire. À titre d'exemple, je vous dirais qu'on aura besoin dans les 2-3 années à venir de
d'environ 300 à 400 personnels paramédicaux, des infirmiers, des aides-soignants. La Guyane a besoin d'enseignants. Et la perspective que nous a fait miroiter la compagnie Montagne d'Or en disant que ce sont les 750 emplois directs créés par la société qui vont permettre de résorber le chômage sur le territoire de la Guyane est une parfaite illusion. En tout cas, on n'y croit pas du tout. Mais au-delà, j'ai pour coutume de répéter que la Guyane pourra vivre et le monde pourra vivre sans or et sans pétrole, mais on ne pourra pas vivre sans eau. Je rappelle à cette occasion que la Guyane, c'est le 3e territoire au monde en termes d'abondance d'eau douce disponible par habitant, après l'Alaska et le Groenland. Quand on sait que dans les 2-3 décennies à venir, le monde va se livrer une guerre farouche pour l'accès à l'eau douce, pour l'accès à l'eau potable, je propose tout simplement que notre territoire, Guyane, puisse se prépositionner sur ce marché qui sera un marché extraordinaire parce que nous avons le potentiel d'eau douce chez nous. Maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est que le territoire guyanais ne soit estampillé territoire pollué par le mercure, territoire pollué par le cyanure et éventuellement territoire pollué par le pétrole. Je crois que ça serait la pire des choses qui pourrait arriver. Et donc, nous voulons effectivement nous entourer d'un maximum de précautions, d'un maximum de sagesse pour faire en sorte que ce potentiel d'eau douce dont dispose la Guyane soit dans quelques années un vrai moteur, un vrai vecteur de développement économique, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer pour l'extraction aurifère et pour toutes les entreprises extractives d'une manière générale. Aujourd'hui, il y a des communautés en Guyane qui souffrent de la pollution de leur paillage, qu'il soit légal ou illégal d'ailleurs. On a toujours dénoncé le fait que les populations, notamment qui sont sur les 2 grands fleuves guyanais, le Maroni d'un côté et l'Oyapock de l'autre, souffrent justement des externalités négatives de cet orpaillage, notamment illégal, parce que vous savez qu'en Guyane, on souffre de la présence d'environ 8 000 à 10 000 opérateurs clandestins qui n'ont rien à faire sur le territoire de la Guyane, qui pillent les ressources, qui déversent du mercure dans les eaux de ruissellement, dans les eaux de consommation de ces populations qui ne sont pas toujours connectés au réseau de distribution d'eau potable. Et des analyses ont été faites et qui démontrent que nombreuses sont les personnes issues de ces communautés qui sont lourdement imprégnées au méthylmercure dû au déversement de mercure dans les eaux des rivières de Guyane. Donc c'est un problème majeur qui à la limite aurait pu être édifié en tant que problème grande cause nationale. Jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons dénoncé, les parlementaires avant moi l'ont dit. Depuis 2012, je ne cesse de rappeler à la conscience du gouvernement à quel point il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour éradiquer cet orpaillage illégal. J'ai même dit qu'en raison de l'article 5 de la Constitution qui prévoit que le président de la République est garant de l'intégrité du territoire, qu'il aurait fallu mener une guerre, mais je trouve que le terme guerre n'est pas un terme exagéré, de mener une vraie guerre à cette situation parce qu'on s'est rendu compte que nonobstant les bons résultats énoncés de temps en temps par la préfecture de Guyane, ces résultats via les opérations Harpie qui permettent de lutter contre l'installation de ces orpailleurs ne sont pas du tout satisfaisants. Moi je considère qu'il faut passer à une phase au-dessus avec des vrais moyens qui permettraient entre guillemets de nettoyer le territoire parce que effectivement c'est de la prostitution, c'est de la drogue, c'est de l'or qui est volé, c'est le mercure qui est déversé dans les fleuves, c'est tout ça qui gangrène le territoire et qui fait que nous réclamons de plus en plus que le président de la République et que le gouvernement jettent une attention toute particulière sur ce fléau qui pose problème véritablement à la Guyane. D'accord. L'autre sujet qui fait beaucoup parler de lui en Guyane, c'est le permis d'exploration accordé pour des forages d'hydrocarbures, accordé à Total. Alors, est-ce que ce permis vaut également pour l'exploitation si jamais Total trouve de l'hydrocarbure au large de la Guyane ? Mais on peut imaginer que Total va exiger d'opérer son droit de suite si jamais il découvre le pétrole au bout de la phase d'exploration, ce qui ne serait pas nécessairement en contradiction avec la loi Hulot puisque l'exploitation ne prendra fin qu'à partir de 2040. C'est la date butoir qui a été fixée par la loi. Simplement, là encore, on va se rendre compte qu'il y a un malaise parce que le gouvernement n'entend pas qu'il y a un certain nombre d'oppositions à ce projet-là. C'est vrai qu'il y a eu une enquête publique qui a été diligentée où 7000 personnes ont dit leur opposition à la réalisation de ce projet, mais il n'empêche qu'il n'y a pas eu de débat public à proprement parler comme les choses auraient dû se faire. Donc là, nous espérons que très rapidement, le gouvernement va entendre cette voix singulière qui est portée par des
personnes qui ne partagent pas forcément le projet et qui craignent des risques sur le récif corallien sur les bords de l'Amazonie. Et là aussi, il y a des partis politiques, il y a des associations de protection de l'environnement qui ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. J'ai déjà rencontré le ministre de Rugy pour lui parler de cette problématique. Et aussi pareil, nous sommes en attente de ce que sera la réponse du gouvernement. Est-ce que vous pensez que des personnalités comme, au gouvernement comme François de Rugy pourraient faire pencher la balance ? Mais je pense que François de Rugy, avec sa fibre écologiste, pourrait effectivement faire pencher la balance. Après, la question sous-jacente, c'est de savoir où se situent véritablement les grands enjeux économiques, où se situent les intérêts. Parce que, vous savez, entre la France et Total, bon, ben, c'est une histoire de je t'aime moi non plus qui se noue. Et il est évident que les intérêts de ceux qui défendent la Guyane ne sont pas les intérêts du gouvernement. Ce ne sont pas non plus les intérêts de Total. Alors souvent, certains élus de la Guyane ont eu tendance à comparer ce qui pourrait se produire au niveau de la Guyane avec ce qui va se passer au Guyana, où on a découvert un gisement de plus de 4 milliards de barils de pétrole. Cela étant dit, en allant un petit peu plus vers l'ouest, on découvre qu'au Venezuela, il y a du pétrole en abondance et que pour autant, les problèmes d'ordre géopolitique font que ce n'est pas un territoire qui arrive vraiment à extirper sa population de la misère. Aujourd'hui, les Vénézuéliens, ils ont du mal à avoir de l'eau potable au robinet. Donc c'est la raison pour laquelle nous considérons que plutôt que de se lancer tête première en direction des projets portés par des capitaux privés qui vont faire la politique à la place du gouvernement, il vaudrait mieux que nous prenions le temps de réfléchir à quel type de développement nous voulons pour notre territoire de Guyane, quel type de développement nous voulons pour la France d'une manière générale, et que les décisions soient prises simplement après qu'il y ait eu un vrai débat, après qu'il y ait eu une véritable concertation, qu'on ait pu peser les avantages et les inconvénients, notamment en matière de protection de l'environnement, mais également qu'on ait pu voir le côté intéressant ou inintéressant en termes de fiscalité, en termes d'emploi, en termes de bénéfices économiques. Et je crois que cette question-là, on ne l'a pas encore épuisée. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il n'y a pas lieu de se précipiter, mais qu'au contraire, il vaudrait mieux que la classe politique, à la fois en Guyane et sur le territoire national, s'empare de cette problématique et qu'elle arrive à prendre une décision, mais qui soit prise en toute connaissance de cause. D'accord, alors on en vient à votre actualité politique, à vous en tant que député, mais aussi en tant qu'élu de Guyane. Vous avez en octobre dernier créé et fondé votre propre parti, Pays Guyane. Alors, première question, qu'est-ce que vous voulez proposer avec ce parti et quelles sont, in fine, vos ambitions politiques avec votre parti ? Alors déjà, l'objectif pour nous, c'était de dire que nous sommes dans le bassin amazonien et que nous pouvons très bien raisonner à partir de là où nous sommes, à partir de ce que nous sommes. Le mouvement Pays Guyane, il a vocation à accompagner la réflexion politique sur le territoire de la Guyane. Il a aussi vocation à faire des propositions sur le plan social, le plan culturel, sur le plan économique également. Il a surtout vocation, comme nous le disons régulièrement, à hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence. C'est vraiment le leitmotiv que nous avons accroché à la définition de ce mouvement politique, parce que nous considérons, contrairement aux idées reçues, contrairement aux idées qui émanent de l'histoire de ce territoire, que la Guyane, c'est un vrai territoire d'excellence qui a vocation à continuer à l'être. On a l'excellence à travers le spatial, on a l'excellence à travers tous les laboratoires installés en Guyane qui travaillent autour de la biodiversité. Nous avons l'excellence sportive, souvent nous avons l'excellence culturelle également, mais il faut vraiment qu'on arrive à hisser la Guyane à ce niveau-là et qu'elle le demeure pour les décennies à venir. Je vous parlais tout à l'heure de l'exploitation possible de l'eau que nous avons en abondance sur ce territoire. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée que véhicule le mouvement Pays Guyane, à contrario de ce qui a pu se faire jusqu'à maintenant, mais avec véritablement cette imprégnation de cette appartenance au bassin amazonien. Et vous souhaiteriez un jour diriger la collectivité territoriale de Guyane, enfin si elle n'évolue pas d'ici là ? Alors ce n'est pas un souhait, je le dis tous les jours, c'est une éventualité, c'est une possibilité. Je n'y pense pas en me rasant, contrairement aux idées qui me sont prêtées par les uns et les autres. Mais il est évident qu'à partir de l'instant où on analyse l'évolution de la Guyane et qu'on vient se rendre compte que les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait, notre ambition au sein du mouvement Pays Guyane, c'est de d'abord faire de la pédagogie, c'est d'expliquer et le cas échéant, ça sera de nous positionner à l'occasion des prochains scrutins qui pourraient, pourquoi pas, voir l'avènement de nouvelles femmes, de nouveaux hommes à la tête des collectivités de Guyane et pourquoi pas à la tête de la CTG, effectivement.
Alors, la Guyane est en pleine réflexion sur une évolution statutaire et institutionnelle. Comment est-ce que vous vous positionnez à ce sujet? Quel serait selon vous le statut le plus adapté à la Guyane? Alors on peut toujours imaginer quel serait le statut le plus adapté. Dans tous les cas, pour répondre à cette question, je dis souvent que l'évolution du statut de la Guyane ne doit pas relever du dogme. Ça n'est pas une question d'ordre idéologique, c'est simplement une question d'ordre pragmatique et de bon sens. Parce que nous observons bien qu'à l'Assemblée nationale, avant de voter la loi, on passe par l'exposé des motifs. Et l'exposé des motifs, en général, tient compte d'un certain nombre de vérités qui sont des vérités de France hexagonale et qui ne recoupent pas les vérités que nous observons sur le territoire de la Guyane. L'objectif que nous nous fixons, c'est de faire évoluer le statut de la Guyane vers un cadre qui lui soit beaucoup plus adapté, comme l'ont dit certains présidents de la République, De Gaulle, Chirac, Mitterrand, Sarkozy, même Emmanuel Macron, qui prônent le droit à la différence. Nous disons que la Guyane, tout en restant dans le cadre de la République, peut être dotée d'un statut sui generis, un statut particulier, qui permettrait qu'on évite justement à chaque fois qu'un projet de loi est porté devant l'Assemblée nationale, que nous ne soyons là à faire des cautères sur jambe de bois, à apporter des amendements, à apporter des petits réajustements, alors que dans un cadre différent, on aurait pu trouver les voies et moyens pour légiférer, pour prendre des actes directement à partir de chez nous et qui prennent en considération ce que sont nos vérités et nos réalités. Vous avez remarqué que je refuse de parler de spécificité puisque nous sommes dans ce bassin amazonien et nous avons des vérités. La République doit se dessiller. Elle doit se montrer un petit peu plus intelligente pour accepter l'idée suivant laquelle on peut partir de la base, faire des propositions, quitte à ce que ces propositions passe par les fourches codines du Conseil constitutionnel parce que dans notre démarche, il n'est pas question d'être anticonstitutionnel, mais s'il faut modifier la Constitution, s'il faut la réviser comme le président Macron l'avait annoncé pour que le statut de la Guyane nouveau puisse être en parfaite cohérence et en parfaite cohésion avec la nouvelle mouture de la Constitution, nous disons, chiche, pourquoi ne pas le faire? Donc c'est un petit peu l'idée que j'avais défendue en déposant un amendement, en introduisant un amendement qui porte un article nouveau à la Constitution et qui doterait la Guyane de statut particulier. Les travaux ont été interrompus suite à l'affaire Benalla, mais je ne désespère pas qu'à la reprise des travaux sur la révision, que cet amendement puisse venir en discussion et qui puisse être porté par les encouragements de la classe politique guyanaise et pourquoi pas par un avis favorable de mes collègues députés de France hexagonale qui siègent à l'Assemblée. Alors en mai 2019, il y aura les élections européennes, c'est le grand scrutin de 2019. Est-ce qu'un parti politique national vous a approché, vous ou quelqu'un de votre rang, pour figurer sur sa liste ? Alors j'avouerai que je n'ai pas personnellement été approché. Je sais qu'il y a Alexis Tchouka, guyanais, qui va siéger sur la liste d'Europe Écologie Les Verts. Je dis que c'est tant mieux. La seule interrogation, c'est que le mode de scrutin ayant changé, si on n'est pas en tête de liste parmi les 6 premiers, on a très peu de chances de pouvoir être élu au Parlement européen. Et il me semble que c'est la direction que nous risquons de prendre avec cette candidature guyanaise. Néanmoins, je considère qu'il faut faire confiance à ceux qui seront élus pour qu'ils n'oublient pas qu'au moment de la campagne, qu'ils ont eu le soutien de la Guyane et que les problématiques de la Guyane puissent être relayées dans la nouvelle configuration du Parlement européen lorsque ce dernier sera installé. Il y a de l'espoir. On sait à quel point l'histoire de la Guyane est intimement liée avec l'histoire de la France, avec l'histoire de l'Union européenne, notamment via les aides qui sont accordées pour le développement économique. Les choses ne s'arrêtent pas là, puisque c'est chez nous que siège le Centre spatial guyanais, le CNES, etc., pour le lancement des fusées. Donc il y a quand même des points de réalité et de convergence que personne ne peut ignorer. Dans tous les cas, nous serons attentifs et nous allons aussi, au mouvement Pays Guyane, faire le travail d'explication de manière à ce qu'il y ait un maximum de personnes en Guyane qui comprennent le bien fondé de l'appartenance à l'Union européenne, même si par moment il y a des directives qui créent des freins, qui sont de véritables contraintes au développement. Mais notre ambition, notre but, ça sera effectivement de faire ce travail de pédagogie pour que d'un côté on puisse lever les contraintes et que de l'autre côté notre territoire puisse continuer à bénéficier des bienfaits de ces différents financements européens. D'accord, alors dernière question, demain il y aura une question au gouvernement, ce mercredi 23 janvier, question au gouvernement à l'Assemblée nationale.
Vous êtes connu pour faire pour interpeller de façon très percutante le gouvernement. Alors est-ce qu'il y a un sujet par exemple, est-ce que vous avez prévu de vous exprimer demain à l'Assemblée nationale? Ah non, pas du tout. Il n'est pas prévu que je m'exprime demain, mais vous savez que lorsque nous venons à l'Assemblée nationale à Paris, ce n'est pas que pour la séance de questions d'actualité. Nous interpellons les ministres à l'occasion des réunions de commission. Lorsque nous auditionnons un certain nombre de personnalités, il était prévu que nous interpellions aujourd'hui Benjamin Smith, le nouveau PDG d'Air France KLM. Bon, le calendrier a été modifié, mais c'est en permanence que nous sommes en interaction avec les membres du gouvernement. Vous avez vu que récemment, il y a une grève au centre hospitalier de Kourou, donc ça nous a mis en prise directe avec la ministre de la Santé. Ça nous mettra aussi en prise directe avec Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce que le CNES finançait le CHK et depuis, eh bien, il a décidé qu'il cesserait le versement de ces 500 000 euros. Donc les sujets sont extrêmement nombreux qui nous poussent effectivement à nous positionner par rapport au gouvernement pour demander que ces réalités guyanaises soient mieux prises en considération. Très bien, merci monsieur le député. Bonne journée. Au revoir.